Emmanuel Macron face au défi des fonctionnaires. Ce jeudi, les professionnels de la fonction publique se sont retrouvés dans la rue pour protester contre le projet de réforme de leur secteur. Une nouvelle épreuve de force pour le gouvernement qui pourrait revoir ses positions. La France importe plus qu'elle n'exporte. La balance commerciale nationale est dans le rouge. Les chiffres du mois de mars révèlent un déficit de plus de 5 milliards d'euros et s'inscrivent dans une tendance lourde. Charles Huet, expert en Made in France, évoque des pistes pour un renouveau de la production locale. Alors que la France et les États occidentaux délocalisent toujours plus, le scandale de travailleurs exploités se déplace. Si l'Asie semblait être l'épicentre de la production de textiles, l'Éthiopie est à présent pointée du doigt, impliquant de grandes enseignes comme H&M ou Calvin Klein. Madame, Monsieur, bonsoir. L'union fait la force. Pour la 4e fois du quinquennat, les fonctionnaires se sont retrouvés dans la rue ce jeudi pour protester contre le projet de loi de transformation de la fonction publique. Un bras de fer qui pourrait pousser le gouvernement à revoir ses positions. Les fonctionnaires prennent la relève des gilets jaunes. Ce jeudi, l'ensemble des 5,5 millions d'agents publics étaient appelés à une journée d'action et de grève partout en France pour s'opposer au projet de loi de réforme de la fonction publique qui doit être débattu à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Pour la 4e fois depuis le début du quinquennat Macron, la fonction publique s'oppose au plan du gouvernement qui souhaite notamment supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici à 2022 dans les 3 versants, État, hospitalier et territorial. Il concerne la chimie et le commerce, mais aussi les cheminots ainsi que les retraités qui ont manifesté aux côtés des soignants, des douaniers, des agents des finances publiques ou encore des fonctionnaires territoriaux, mais également des enseignants. Du côté de ces derniers, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, redoutait une importante mobilisation car les problèmes dans le corps enseignant sont nombreux, comme nous l'explique Gilles Ardina, professeur agrégé d'histoire-géographie et coordinateur du forum École et Nation. Le problème bien connu du pouvoir d'achat des enseignants, qui n'a eu de cesse de s'éroder ces dernières années, mais d'une manière générale un malaise sur les conditions de travail. Et M. Blanquer, pour l'instant, ne semble en mesure de ne donner aucune réponse, ni sur le pouvoir d'achat, puisque toutes les annonces qui sont faites ne sont en quelque sorte ni chiffrées ni budgétées, donc il est extrêmement coincé, ni sur les conditions de travail, puisque tous les éléments de restauration de l'autorité, de restauration de la verticalité, de restauration des disciplines, c'est-à-dire les disciplines scolaires et également la discipline en termes de comportement pour les élèves, rien n'est fait pour l'instant par M. Blanquer pour régler ces problèmes-là. Et donc j'ai l'impression qu'il essaie de gagner du temps, qu'il essaie de temporiser en espérant que la conjoncture sera meilleure pour lui, mais on est assez pessimiste. Instituteurs vent debout contre le projet de loi du ministre de l'Éducation nationale, réforme des retraites qui remettra en cause le mode de calcul des pensions des fonctionnaires et suppression de postes. Le nouveau projet de réforme est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les agents publics mais également pour les syndicats. Plus d'une centaine de manifestations étaient organisées et pour la première fois, l'ensemble des 9 syndicats représentatifs des fonctionnaires, CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaire, UNSA, FA-FP, CFE, CGC et CFTC ont décidé de faire front commun. Une situation totalement inédite face à un gouvernement bien décidé à aller au bout de ses idées. Le bras de fer, très clairement, est engagé. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ça va s'enclencher sur de la longue durée. Donc, dans les mois qui viennent, la rentrée prochaine là, sera également très agitée. Pour l'instant, le gouvernement semble droit dans ses bottes. Et le gouvernement espère faire, comme à l'époque de la loi travail ou à l'époque de la réforme de la SNCF, jouer la fermeté en espérant pouvoir passer en force cette réforme. Un passage en force envisagé alors que le gouvernement souhaite le faire adopter avant l'été pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. À ce propos, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a qualifié d'atteignable l'objectif de 120 000 suppressions de postes. Cependant, le gouvernement se retrouve face à une véritable convergence des luttes, à la fois syndicales mais également professionnelles, alors que plane toujours l'épouvantail gilet jaune. Une pression qui pourrait finalement avoir un effet sur la politique du gouvernement. D'ailleurs, Emmanuel Macron a déjà montré des signes de fragilité lors du bilan du grand débat national. Le 25 avril dernier, il s'était en effet dit prêt à abandonner son objectif s'il s'avère impossible à atteindre. De quoi nourrir l'optimisme des organisateurs qui ont promis qu'il ne s'agissait que d'une première étape. Emmanuel Macron, pour sa part, verrait son image de président réformateur définitivement disparaître.
La France voit rouge, la balance commerciale du pays est négative et s'est creusée en mars avec un déficit de plus de 5 milliards d'euros. En cause, toujours plus d'importations et une production locale peu ou pas encouragée par les pouvoirs publics. Charles Huet, expert du Made in France, nous présente des pistes de réflexion pour favoriser la production locale. Olivier Frère-Jacques. La France importe bien plus qu'elle n'exporte, avec un déficit commercial s'élevant à pas moins de 5,32 milliards d'euros en mars. S'inscrivant dans une tendance lourde, la production nationale est morose. L'arrivée aux manettes du président Macron, haut fonctionnaire, autoproclamé champion de l'économie et de la création d'entreprises, n'y a rien fait. Le déficit se creuse et s'inscrit dans la fameuse phase de désindustrialisation que connaît la France depuis plusieurs décennies. Et les annonces du grand débat ne semblent pas être à même de répondre aux problèmes économiques français. En effet, dans la continuité de ses prédécesseurs, Emmanuel Macron entend favoriser la hausse du pouvoir d'achat, comprendre une relance par la demande, une politique keynésienne qui a pourtant montré ses limites depuis de nombreuses années. Pour Charles Huet, spécialiste du Made in France et notamment auteur du guide pratique du Made in France, ces politiques risquent de favoriser la production étrangère, les ménages reportant leur choix de consommation vers des produits fabriqués hors du territoire national. Aujourd'hui, sur 6 € de pouvoir d'achat supplémentaires dans la poche des Français, ça va générer 3 € pour des produits importés. Donc on va largement faire tourner les usines étrangères. Donc la priorité, c'est plutôt de refaire produire en France. Alors pour ça, les consommateurs ont aussi un rôle, mais il faut surtout de leur donner aux entrepreneurs et aux industriels le terreau, l'environnement réglementaire et fiscal et éducatif pour qu'ils puissent réindustrialiser tout simplement. Donner aux entrepreneurs les moyens de réindustrialiser, le défi est de taille. En effet, si face à l'Asie ou l'Afrique, la compétitivité en matière de coûts semble inaccessible, la France doit surtout rattraper son retard sur ses partenaires européens, l'Espagne, l'Allemagne ou encore la Pologne. Pour retrouver une compétitivité territoriale, une baisse des impôts paraît indispensable pour permettre un investissement en France. Et il y a une solution là-dessus, c'est de baisser les impôts massivement. Et on peut même flécher cette baisse d'impôts, de taxes sur précisément l'industrie et l'intérêt de l'industrie, c'est qu'il dissémine de l'emploi dans la France périphérique. Donc moi, ma proposition, c'est de faire tout simplement de la France périphérique un paradis fiscal pour les investissements industriels et agricoles. Faire des centres-villes, par ailleurs, il y a un sujet commercial aussi de désertification des centres-villes, un paradis fiscal commercial et artisanal. Voilà, c'est pas avec du vinaigre qu'on attire les mouches et c'est pas avec des impôts élevés qu'on attire les industriels, les investisseurs. On peut, par exemple, maintenir, mettons, un ISF pour faire plaisir symboliquement à des gens qui en horreur le grand capital, parfois à juste titre, mais déjà relever sensiblement, le concentrer sur les très très riches et offrir la possibilité de choisir entre payer un impôt et donc des sommes qu'on ne reverra jamais ou payer l'équivalent ou le double ou le triple en investissement, là aussi industriel dans la France périphérique. Redonner du dynamisme au territoire et favoriser l'emploi français. Cela implique une refonte de notre manière d'envisager le système d'éducation nationale et de formation. Et pour cause, alors même que le Made in France a le vent en poupe, les entrepreneurs français ne trouvent aujourd'hui pas nécessairement la main-d'œuvre correspondante à leurs besoins. Le Made in France reprend du poil de la bête, donc ces carnets de commandes commencent à être remplis. Par contre, les industriels ont du mal à recruter, parce qu'on a tellement dévalorisé les filières courtes, les travaux manuels. Nos ingénieurs ont longtemps préféré la finance à l'industrie. Nos lycéens préfèrent ES et L à S. Et du coup, il y a un gros sujet sur l'éducation et la réforme de l'éducation. Et là, on pourra en parler des heures, mais pour moi, le chèque éducation et la liberté éducative serait un excellent moyen, en plus d'impliquer les entreprises, les syndicats professionnels, les collectivités locales dans l'orientation des logiques pédagogiques développées sur leur territoire. Donc il y a un vrai sujet aussi de réforme de l'éducation et d'arracher l'éducation et la formation initiale et tout au long de la vie à l'éducation nationale centralisée et monopolistique pour la confier à ceux qui savent, c'est-à-dire les profs, les entreprises, les territoires, pour qu'on ait des formations qui correspondent aux besoins locaux. Redonner de la compétitivité à nos entreprises en favorisant l'investissement sur nos territoires à la faveur d'une baisse d'impôts, revoir notre système d'éducation et de formation obsolète, mais pas seulement. Pour favoriser les biens de consommation produits en France, le marquage de ces produits demeure un outil indispensable pour orienter le consommateur vers du local. C'est de rendre le marquage d'origine obligatoire. Aujourd'hui, il est encore largement facultatif, il est trop peu contrôlé. Et du coup, mettre les bataillons de consommateurs soucieux du bien commun, de consommer local, de soutenir l'emploi industriel en France au service, mettre leur consommation quotidienne au service de cet emploi-là. Et on peut même mettre leur épargne au service de cet emploi-là.
Une consommation et une épargne au service de la production nationale. Vous l'aurez compris, si la défense de la production locale est un enjeu majeur de l'économie du pays, les clés pour parvenir à un renouveau de la production française ne dépendent pas que de l'action des politiques publiques, mais aussi des réflexes de chacun et des choix de consommation. Et alors que la problématique de production est au cœur du malaise économique français, un scandale d'exploitation de travailleurs par des grands groupes textiles occidentaux éclate. Si le secteur avait largement recouru à de la main-d'œuvre asiatique, les grands groupes se tournent à présent vers d'autres marchés comme l'Éthiopie. Olivier Frère-Jacques. Travailler un mois pour 23 €, c'est la perspective qu'offrent des groupes comme H&M, Calvin Klein et Guess en Éthiopie. Le calcul est simple, en tirant les salaires le plus bas possible, ces entreprises gagnent en compétitivité, vendent moins cher et maintiennent des marges juteuses. L'intérêt du marché éthiopien est clair pour les groupes de textiles. Les travailleurs y sont encore moins bien payés que dans un pays comme le Bangladesh, où les ouvriers sont rémunérés dans les 85 € par mois. Ils sont d'ailleurs les travailleurs du secteur les moins payés au monde, à en croire un rapport du Centre Stern pour les affaires et les droits de l'homme de l'Université de New York publié mardi 7 mai. À titre de comparaison, le fameux Made in China s'avère aujourd'hui nettement moins lucratif avec un salaire moyen avoisinant les 300 €. Les autorités éthiopiennes ont leur part de responsabilité dans ce phénomène et pour cause, Addis Abeba, voulant à juste titre créer de nouveaux débouchés dans une économie tournée essentiellement vers l'agriculture, s'est engagé dans la voie du secteur textile. Mais en poursuivant le rêve d'un Made in Ethiopia, inondant les marchés mondiaux, les autorités du pays n'ont pas envisagé ou n'ont pas voulu voir que le salaire de base ne permettrait pas aux travailleurs de vivre de leur labeur. Résultat, une augmentation de la production, certes, mais aussi des grèves à répétition et un niveau de turnover élevé, à tel point que certaines usines changent l'intégralité de leur personnel tous les 12 mois en moyenne. Les ouvriers, parmi lesquels de nombreuses femmes, servent ainsi de valeur d'ajustement à l'industrie textile. Une situation alarmante qui n'empêche pas le pays de voir toujours plus grand. Ainsi, le gouvernement entend faire passer le chiffre des exportations de 145 millions de dollars par an à 30 milliards dans les années à venir. Un bond en avant irréalisable, mais qui témoigne de la dynamique que connaît le secteur dans un pays en proie aux investissements massifs de la Chine. Pékin, premier partenaire du pays, entend en effet faire de l'Éthiopie l'épicentre de l'industrie textile de demain. Pour y parvenir, des entreprises chinoises ont notamment bâti une voie ferrée reliant la capitale Addis Abeba à Djibouti, point d'accès indispensable pour le transport maritime où transitent pas moins de 95% de ses exportations. La République de Djibouti est ainsi idéalement placée à quelques jours de l'Europe et de l'Asie centrale et sert de rampe de lancement à la production de son voisin. Le développement textile formidable que connaît le pays se fait donc au détriment des Éthiopiens eux-mêmes, des travailleurs qui n'hésitent plus à faire grève pour témoigner de leur colère face à cette véritable exploitation de leur force de travail. Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, le pays pourrait devenir le lieu de conflits sociaux de masse si les autorités étatiques ne se penchent pas sur le problème des bas salaires. Les entreprises occidentales impliquées dans ce scandale d'exploitation de travailleurs pourraient de leur côté connaître des répercussions commerciales négatives, même si des scandales similaires impliquant notamment des enfants en Asie n'avaient pas empêché Nike de continuer son développement. Reste qu'en délocalisant massivement l'industrie textile, les États occidentaux ont perdu des emplois et ne participent pas vraiment au développement des nouveaux pays d'accueil de ces industries. Et on retrouve à présent l'actualité en bref et c'est avec Floriane Janin. Le pape François publie un motu proprio. Ce jeudi, le Vatican a dévoilé un décret de loi en motu proprio obligeant le clergé à signaler tout soupçon d'abus sexuel ou de harcèlement, ainsi que toute couverture de tels faits par la hiérarchie de l'Église. Tous les diocèses de la planète sont en outre obligés d'ici à 1 an de mettre en place un système accessible au public pour déposer des signalements d'abus sexuels potentiels qui seront examinés dans un délai de 90 jours. En revanche, le secret de la confession demeure absolue, ce qui exclut donc une dénonciation de faits rapportés par un fidèle lors de ce sacrement. Le décret pris par le souverain pontife intervient alors que ce dernier fait l'objet de nombreuses critiques au sein de l'Église pour ses dérives autoritaires et ses prises de position politiques.
Un cinéma futuriste à Marseille. Jeudi, plusieurs grandes figures se sont réunies sur la Canebière pour inaugurer la Joliette, le cinéma le plus futuriste de France. Le nouveau complexe comporte 15 salles, toutes différentes les unes des autres. Ainsi, le spectateur sélectionnera une salle en fonction du film qu'il souhaite visionner. Les amateurs de sensations fortes iront dans la 4DX où les fauteuils vibrent avec vent et eau. Dans la Screen X, l'action se poursuit sur des écrans latéraux. Seul petit inconvénient, l'insécurité qui règne dans le quartier. Les automobilistes ne sont pas les seuls pigeons à se faire flasher. En février dernier, un radar fixe de la ville de Bocholt, en Allemagne, a flashé un pigeon pris en flagrant délit d'excès de vitesse. Le volatile volait à 45 km/h au-dessus d'une route limitée à 30 km/h. De quoi faire sourire les autorités locales qui ont tout de même adressé une contravention de 25 € au pigeon. On ne plaisante pas avec la sécurité routière. Marineland enfer des orques. Un ancien soigneur du célèbre parc aquatique de la Côte d'Azur dénonce les conditions de captivité des animaux marins. Selon son témoignage, les orques se retrouvent dans des boîtes en béton, perclues quotidiennement de médicaments pour soigner leur dépression. Il affirme également que chaque orque capturée pour les besoins d'un parc est morte de maladie. Pour dénoncer les conditions de captivité, l'association One Voice a organisé un rassemblement mardi soir devant la mairie d'Antibes pour la défense des droits des animaux. De son côté, Marineland s'est défendu en déclarant qu'il n'existe aucune preuve scientifique du fait que la captivité causerait une baisse du système immunitaire chez les animaux nés en structure zoologique. Des orques enfermés mais des oursons en liberté. Sauvés il y a un an en Bulgarie, Mikto, Jonas, Radostina ont été relâchés dans la nature après avoir suivi un programme de réadaptation qui les a préparés pour leur retour dans leur milieu naturel en Grèce. We set on this rescue mission on this big challenge without knowing what will eventually happen. We contacted our partners from Arcturus in Greece, who are specialized in rehabilitation of orphan bears and return into the wild. Надявам се, че ще покажем, че има начин мечета, които са останали без майка, да не отиват в зоологически градини или на други места на затворено, а да бъдат пускани отново в гората след евентуална реадаптация. Des tyrannosaures version miniature, 2 fossiles découverts aux États-Unis par des paléontologues ont permis d'identifier une nouvelle espèce de tyrannosaure, bien plus petite que le célèbre T-Rex. Les 2 spécimens ont été mis à jour dans le bassin de Zuni au Nouveau-Mexique. Il s'agit de squelettes fossiles de dinosaures juvéniles particulièrement bien conservés, datés d'environ 92 millions d'années. Leur crâne mesure une trentaine de centimètres de long. Bien qu'ils soient jeunes, les paléontologues estiment qu'une fois adultes, ces 2 dinosaures étaient bien plus petits que leurs cousins du Crétacé. Et dans un instant, notre Zoom du jour, Maxime Brunery, auteur de la tentative manquée d'assassinat sur le président de la République Jacques Chirac lors du défilé du 14 juillet 2002, revient avec un nouveau livre témoignage, même pas mal. Le 14 juillet 2002, la motivation, c'était le dernier jour d'un compte à rebours que j'avais commencé le 10 mai 2002. J'en avais tout simplement marre de vivre. Différentes raisons ont poussé le mal-être existentiel jusqu'au bout. Et j'en voulais tellement la terre entière que j'avais décidé de partir par un acte criminel, scandaleux, mégalomane aussi. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le clash médiatique dans l'émission de Pascal Praud, le prétendu racisme des agences immobilières et la censure de Facebook vis-à-vis des dissidents politiques. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Biot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Demain, vous retrouverez Olivier Frère-Jacques pour un nouveau journal. Merci de votre fidélité. Bonsoir.
Alors ça n'a pas tardé, comme j'avais affaire au nord du département, j'ai résolu tout simplement de faire un crochet pour aller voir ce château restauré par une association, vous savez, sous la houlette d'un agrégé d'histoire, et où vivait le neveu de Théodore et Christiane. Vous vous souvenez, ce jeune type qui ressemblait à qui, vous savez, l'hôte du palais, le président, et qu'on avait vu passer au village. J'emploie des périphrases comme ça parce que maintenant sur YouTube, il y a un robot qui chasse les mots dangereux et qui vous prive de publicité si vous les employez trop. Et visiblement, on ne peut plus nommer le chef de l'État, on ne peut plus faire allusion à ces réunions auprès des maires de province, on ne peut plus faire allusion non plus à une affaire qui commence par un B, sans risquer de perdre le bandeau publicitaire qui agrémente ces petits sujets sur YouTube et qui vous rapporte à peu près de quoi payer votre abonnement Internet. Pourquoi? Eh bien parce que le robot suppose que si vous parlez de qui vous savez, vous allez dire des méchancetés et que ça va déplaire à ceux qui font de la publicité. Bref, assez sur ce sujet. J'étais donc là pour voir les pierres d'un vieux château, le site, le château lui-même, de l'ami du sosie de qui vous savez. Et bien, figurez-vous que je l'avais devant moi, enfin derrière moi, le fameux agrégé d'histoire qui avait restauré le château, un énorme type avec des rouflaquettes et un air de vieil italien et qui s'appelait Georges. J'ai pas le temps de vous mettre tout ça en scène, enfin toute la conversation, mais d'après ce qu'il m'a dit du bâtiment, j'ai compris qui il était, du coup je me suis présenté moi aussi, il m'a dit entrez, faites le tour, donc j'ai fait entrer ma voiture dans la cour derrière, et dans la cuisine du XVIe siècle, je lui ai dit que je n'étais pas là tout à fait par hasard, il y a 2 semaines au village, son ami Julien, le jeune type là qui ressemblait au président, le neveu de Christiane, nous avait parlé du château, enfin de vous lui ai-je dit, et de son métier à lui dans les EHPAD de la région. Alors c'est pas un métier, me dit ce Georges en haussant les épaules, un peu agacé tout de même. Et moi avec précaution, je lui demande, j'ai bien compris, il vit ici dans ce château, c'est ça? Et le monsieur lève les yeux au ciel et dit, eh ben ça oui, on peut dire qu'il y vit. Bon, là, en 3 phrases, j'avais un peu fait le tour, visiblement. Le jeune Julien s'incrustait. Il n'était pas si populaire que ça chez ce monsieur à rouflaquette. Impression d'ailleurs confirmée par l'arrivée d'un autre type, un homme de 40 ans, très blond, qui avait l'air de vivre ici, lui aussi, et qui est reparti tout de suite en chipant au passage une bribe de notre conversation, et qui a dit, tu parles comme il est financier pour un groupe hospitalier. Alors, il fait le clown, oui. D'où j'ai déduit qu'il était un financier assez médiocre, mais en fait, je vous résume là encore, ce jeune sosie de Macron n'était même pas ce qu'il disait, il n'était pas du tout financier, il était comédien. Et il faisait des sketchs dans les établissements pour personnes âgées, et entre 2 contrats, il habitait ici, mais c'était donc un mytho complet qui avait inventé une autre vie que la sienne, chose d'autant plus étrange que n'importe qui pouvait vérifier. La preuve. Là-dessus, le type qui avait fait ses révélations en vrac, là, est parti. J'ai été frappé quand même de curiosité à propos de ce Julien qui racontait n'importe quoi, qui avait le physique à raconter n'importe quoi, puisqu'il était le sosie du président. Et ça m'a troublé, ces gens qui pouvaient enchaîner comme ça les mensonges, même sous le nez de ceux qui connaissaient leur vie. Alors le Georges, là, mon hôte, par hasard, m'a dit, c'est effrayant, en effet, c'est un malade mental, il a complètement réécrit son histoire familiale, par exemple, il vous raconte que sa mère était une horrible femme, alors que je la connais très bien, elle est un peu fantasque, mais elle est très normale, il détestait son père, il aime beaucoup l'argent, et moi, croyant être malin, je lui dis, vous êtes un peu pour lui une image de père quand même. Il me répond, le problème c'est que c'est très inconfortable, parce qu'il a besoin de déchirer justement l'image du père. Il recherche les gens respectables pour ne pas les respecter. Donc il est odieux, mais je peux pas m'en défaire, en même temps il saurait pas où aller, puis j'en ai un peu pitié quand même. Alors moi, pour l'heure, j'ai arrêté là mes curiosités, mais la ressemblance avec qui vous savez m'a paru suffisante pour creuser un peu sur le thème du type qui s'incruste, si vous voyez ce que je veux dire, qui peut pas se résoudre à être chassé, à comprendre qu'il a déplu, et je vous en dirai bientôt davantage si vous vous abonnez par exemple. Dans la nouvelle vague de privatisation décrétée par le gouvernement Macron, nous avons déjà parlé à l'antenne des aéroports de Paris, mais également de la société Engie et de la Française des Jeux.
Ce n'était pas franchement dans le programme de Manu, mais bon, par les temps qui courent, n'y regardons pas de trop près. Le problème aujourd'hui, finalement, dans ces privatisations, c'est que cela permet de caser des petits copains. Ainsi, Raphaël Rebattel a été choisie comme directrice de la communication de la Française des Jeux tout juste privatisée. Qui est Raphaël Rebattel ? Elle est tout simplement la femme de Gilles Legendre, président du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. À l'évidence, cela est une coïncidence purement fortuite et n'entre évidemment nullement en ligne de compte dans cette nomination. Soyons sérieux enfin. Au passage, ce qui est très commode de nos jours, c'est que comme on ne se marie plus ou très peu, ou alors qu'on garde son nom de jeune fille, finalement cela aurait pu passer presque inaperçu. Raphaël Rebattel est une femme et donc nous ne devons pas critiquer, esprit mal intentionné que nous sommes. D'ailleurs, le gouvernement a été très clair là-dessus. Critiquer cette nomination, c'est, je cite, « desservir le féminisme ». Car oui, le véritable enjeu de cette nomination, c'est bien entendu le féminisme et non le conflit d'intérêts. Madame Rebattel-Legendre a été choisie pour ses compétences et uniquement pour ses compétences, c'est évident. On nous explique que Gilles Legendre n'est pour rien dans tout cela. Il n'est pas ministre. Il ne saurait être tenu responsable de la privatisation de la Française des Jeux. Oui, mais enfin, cette privatisation a quand même été votée par les députés de son groupe, tout simplement. Finalement, on ne nous fera pas croire tout de même que dans le vivier des nombreuses femmes compétentes susceptibles de diriger la communication d'un grand groupe comme la Française des Jeux, il n'y avait que Madame Legendre d'adéquate au poste. Eh bien, il paraît que si. Nous sommes rassurés. La République En Marche a décidément un don exceptionnel pour dénicher des talents formidables là où ils se font rares et même uniques. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.